Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Le Touche à tout. C'est le deuxième volet des émissions spéciales concernant le projet de la FADOC, le projet qui a été un petit peu chamboulé à cause de la pandémie, là, avec les ateliers qui avaient lieu l'année dernière, en 2020, à Black Lake, au Chevalier de Colomb. Puis ils ont essayé de recommencer un petit peu quand il y avait eu un déconfinement à l'ancien club Aramis. Puis là, ben, les ateliers n'existent plus. Donc, on va en parler pareil parce que c'est important, ces ateliers-là, qui étaient suivis avec beaucoup de monde. Et aujourd'hui, on va parler de service à domicile. Et là, vous me permettez, là, parce que elle a un titre très long, ça doit être très payant. J'ai le plaisir d'avoir Caroline Turgeon. Bonjour, Caroline. Bonjour. Alors, courtière de service au 6, programme SAPA, service à domicile pour les aînés. Oui. Oups là! Si le chèque et les chiffres sont aussi longs que le titre, ça doit être plaisant. Courtière de service, bon, le 6, ça, là, c'est Centre intégré des services sociaux. Oui, Centre intégré de santé et services sociaux. Puis SAPA, S-A-P-A, ça veut dire quoi, ça? C'est le soutien à l'autonomie des personnes âgées. Soutien à l'autonomie des personnes âgées. Bon, alors je vais écouter attentivement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est une direction qui s'occupe de la clientèle qui est en perte d'autonomie. Donc, toute la clientèle, toute la population de la MRC des Appalaches, il y a une clientèle qui est en perte d'autonomie, mais nous, on peut répondre à des besoins là, qui peuvent se déclarer là, suite à leur perte d'autonomie. Mais qu'est-ce que tu entends par perte d'autonomie? Ça peut être une perte d'autonomie physique. Les gens peuvent avoir des problématiques de santé qui engendrent là, une perte de capacité physique. Ça peut être une perte de capacité cognitive aussi. On entend parler des fois des maladies d'Alzheimer, des troubles cognitifs, des démences qui s'installent. Donc, ça peut amener une perte d'autonomie qui fait qu'au quotidien, on n'est plus en mesure, ces personnes-là ne sont plus en mesure de faire leur quotidien, les de petites tâches. suffire à eux autres. Exactement. Exactement. OK. Et là, quand je te présente comme étant une représentante là, du 6, programme SAPA, tout ça, est-ce qu'il y a de quoi de plus simple? Le plus simple, c'est qu'on peut dire que ça se ramène au volet CLSC. Nous, on travaille au CLSC. Toi, tu travailles ici au CLSC. OK, exactement. Alors tu travailles au coin de la rue Saint-Alphonse et Notre-Dame. Et voilà. Ça, c'est la version simplifiée là, de la grande machine. Là. OK. Alors toi, tu travailles au CLSC. Oui. Puis quand là, tu parles des soutiens aux aînés, des personnes âgées. Non, attends un peu. Soutien... À l'autonomie des personnes âgées. Autonomie, oui. Je vais... Autonomie. Quel genre de soutien, là? Tu me dis, bon, quelqu'un qui a une perte d'autonomie physique ou une perte d'autonomie cognitive, qu'est-ce que vous offrez? En fait, on offre plusieurs services. On a d'abord les services de professionnels. On a des gens là, qui travaillent dans notre équipe, qui sont soit des travailleurs sociaux, des physiothérapeutes, des infirmières, des ergothérapeutes. On a une panoplie de professionnels qui peuvent se déplacer pour aller à domicile. Donc, si on fait un petit topo un peu de tous et chacun, si on prend nos intervenants sociaux, les travailleurs sociaux vont se déplacer à domicile, vont aller évaluer des besoins pour ensuite avoir la possibilité de mettre des services à domicile. Ils peuvent faire l'évaluation des besoins des personnes pour voir est-ce qu'il y a du soutien psychologique qui sera à mettre en place, à poursuivre. Est-ce qu'il y a un aspect de sécurité dans le milieu de vie ou est-ce qu'il faut avoir un suivi un petit peu plus accru pour cette personne-là? Bon, est-ce qu'elle peut continuer à demeurer chez elle? Est-ce qu'elle peut aller à un autre endroit où ce serait plus sécuritaire? Des fois, on le sait, hein, il y a des familles où est-ce qu'il y a des conflits au niveau de la famille avec les enfants, les parents et tout ça. Donc, ça peut amener des besoins de suivi à ce niveau-là. Il y a des homologations de mandats de protection aussi qui peuvent être faites. Donc, tout ça, c'est le volet vraiment intervenants sociaux, nos travailleurs sociaux, nos fameux TS, comme on les appelle. Oui. Là. Mais justement, lors des ateliers que je suivais, moi, il y a quelqu'un qui avait dit au micro, et puis il y a des gens qui ont peur de nous demander parce qu'ils pensent qu'on va les sortir de la maison. Exactement. C'est pas ça, là. Non, c'est vraiment pas ça. Quand on fait une demande, là, puis qu'il y a un travailleur social qui arrive,
dans la maison ou dans la résidence, dans le milieu de vie. Son but n'est pas de vous sortir. Exactement. OK. Le but en ce moment, là, c'est vraiment de maintenir les gens le plus longtemps possible dans leur milieu de vie. OK. S'ils le souhaitent, évidemment. Oui, oui. Parce que nous, on n'attache pas personne nulle part, là. Donc, s'ils le souhaitent, c'est vraiment de les supporter. C'est pour ça qu'il y a plein de professionnels qui vont aller évaluer les besoins. Donc, les infirmières vont pouvoir aller donner certains soins à la maison quand la personne ne peut pas se déplacer pour recevoir son soin à l'extérieur. On a les physiothérapeutes vont faire des évaluations physiques, vont faire des évaluations. Est-ce que la personne c'est sécuritaire de la façon dont elle fait son transfert, de la façon dont elle se déplace? Est-ce qu'elle a besoin de quelque chose pour se déplacer? Une canne, une marchette ou des choses comme ça. Va faire aussi, il y a différents programmes pour prévenir les chutes. On sait, quand il y a des chutes qui se font, ça peut amener des conséquences dramatiques, là, des fractures ou des choses comme ça. Donc, nos physiothérapeutes sont là pour assurer ces évaluations-là et faire des suivis par la suite. Okay. Il y a aussi d'autres professionnels, l'ergothérapeute. L'ergothérapeute, elle va regarder, voir suite à la perte d'autonomie de la personne, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être mis en place pour compenser la perte d'autonomie? Souvent, les exemples qu'on donne, c'est les gens qui ont... ils ne peuvent plus s'asseoir dans le fond du bain pour prendre leur bain, bien, il peut y avoir un petit banc pour adapter, pour être capable de continuer de prendre leur bain seul. Il peut avoir toutes sortes de choses. Est-ce que ça peut comprendre le fameux escalier pour monter les... Oui, exactement. Exactement. Il peut avoir des adaptations comme ça. Ça passe, là, il y a tout un coffre à outils, là, qui existe, là. Ils ont vraiment un gros coffre à outils, là, de possibilités pour garder l'autonomie des gens. Donc ça fait en sorte que les gens puissent demeurer encore plus longtemps de façon autonome. Avant d'avoir besoin de l'aide de quelqu'un, il peut y avoir des outils qui soient mis en place. Okay. Il y a d'autres professionnels aussi, comme les inhalothérapeutes, toutes les fonctions respiratoires. Donc, il y a des traitements qui peuvent être mis en place, des conseils, des trucs qui sont donnés. Les nutritionnistes aussi sont présentes. Alors, on a vraiment toute une équipe là, de professionnels qui travaillent ensemble. Les nutritionnistes qui sont là pour s'assurer là, que tout se passe bien au niveau de l'alimentation. Des fois, les textures d'alimentation, il y a des maladies, certains problèmes de santé là, qui apportent différentes problématiques au niveau là, de la façon d'ingérer les aliments. Donc, les nutritionnistes sont là. Tous ces professionnels-là travaillent vraiment en équipe ensemble. Okay. Ça, c'est important parce ils s'occupent de différentes sphères de la vie de la personne. Donc, c'est vraiment des concertations en équipe, puis ils vont faire là, des suivis, des plans d'intervention là, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette personne-là. Ce qui est à souligner vraiment très important, je l'ai dit pour chacun des professionnels, mais c'est l'évaluation des besoins. Parce que moi, je peux avoir des besoins X, puis vous allez avoir d'autres besoins par rapport à une autre situation. Donc, on ne peut pas dire on a un catalogue de services, puis servez-vous là-dedans. C'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment une évaluation personnalisée des besoins là, de chacune des personnes. Okay. Alors, c'est ça, un programme de soutien. Oui, exactement. Pour les garder à domicile, de préférence. De préférence, oui, là, en autant que la sécurité soit présente, la qualité des services aussi. On veut supporter nos proches aidants. Je l'ai peu abordé depuis le début, mais on veut vraiment supporter le proche aidant parce que nos gens qui sont en perte d'autonomie ont souvent un proche aidant pour les supporter dans leur quotidien. Et on souligne vraiment le travail des proches aidants qui est fait au quotidien parce que sans les proches aidants, il y a bien des gens qui ne pourraient pas demeurer à domicile. Donc, on est là pour les supporter aussi. Ah oui, bon, ben le soutien aux proches aidants, là, oui. C'est une nécessité. Hein? Tout à Moi, fait. là, j'ai 2 exemples, là. On parle, là, on est au mois de mars. J'ai 2 exemples. Je pourrais te donner 2 histoires où 2 proches aidants. Une dame qui a aidé son mari qui est décédé, là c'est elle qui est malade maintenant, là, parce que là, toute l'adrénaline, puis toute l'énergie qu'elle a mis à être proche aidant pour son mari, bien là, ça y tombe. Ça vient de relâcher. Elle est malade, là. Ouais. Et l'autre exemple que j'ai, là, ben c'est lui, le proche aidant, qui est décédé avant elle. Puis c'est ça qui est venu le chercher. Oui.
Alors, quand on parle de soutien aux proches aidants, là, C'est très, très oh, important. Mm. qu'est-ce que vous donnez comme soutien? En fait, ça fait partie de l'évaluation de Ah, la bon, OK. situation. Oui. Donc, le travailleur social est là aussi pour soutenir, évaluer les besoins du proche aidant, évaluer un peu on va jouer autour de l'épuisement aussi, hein, du proche aidant. On veut prévenir l'épuisement. On ne veut pas intervenir seulement quand l'épuisement est avancé. Donc, il y a des services qui vont pouvoir être mis en place pour du répit. Accompagner les proches aidants aussi dans leur rôle là, pour qu'ils reconnaissent leurs limites aussi puis qu'ils acceptent d'avoir de l'aide de Ouais, l'extérieur. Ça, c'est une autre affaire, ça. Ça, c'est un dur travail là, dans certaines situations. Mais c'est ça, on peut mettre du répit en place pour les soulager là, dans leur rôle de proche aidant. Venir prendre la relève du proche aidant là, à certains moments. Là. Permettre d'avoir un petit peu de soupape, là. Exactement. OK. Tout à fait. Et à part de ça, qu'est-ce que vous faites pour aider, pour le soutien d'autonomie aux personnes âgées? À part de ça, là, je vous ai parlé beaucoup du volet des professionnels. Oui. Il y a aussi le volet des services. Donc, les professionnels, une fois qu'ils ont évalué les besoins pour les personnes, la personne en perte d'autonomie, vont regarder qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme service. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme service? Ça peut être des services pour venir aider vraiment la personne dans son quotidien. La personne n'est pas en mesure de faire son soin d'hygiène, pas en mesure de se déplacer adéquatement, a de la difficulté, bon, à s'alimenter. Il y a différents niveaux de perte d'autonomie. OK, à s'habiller. À s'habiller, bon, faire les petites tâches du quotidien pour prendre soin d'elle, là, vraiment les soins à la personne. On va pouvoir mettre des services en place à ce niveau-là. Ça peut être des services de répit aussi, comme je parlais pour les proches aidants. Là, il peut y avoir un volet de répit à domicile. Donc, la personne va être dans son domicile. Le proche aidant peut quitter, peut aller faire une sieste, peut vaquer à ses occupations, pendant qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de la personne en perte d'autonomie. À ce moment-là, ça libère le proche aidant pour vaquer à ses choses. Et puis, il peut y avoir un répit aussi à l'extérieur du domicile. Un petit peu plus compliqué en ce moment en temps de pandémie, évidemment. Mais quand on retombera éventuellement dans les services réguliers, bien, à ce moment-là, la personne peut quitter le domicile. Là, la personne en perte d'autonomie quitte le domicile. Donc, le proche aidant peut être dans son domicile là, vraiment avec l'esprit tranquille, sans avoir d'autres tâches à faire en lien avec son proche. Ne serait-ce que pour aller faire l'épicerie. Voilà, c'est ça. Ou se reposer. Ou on en a qui nous disaient, moi, j'aimerais ça écouter la télé tranquille sans me faire déranger à toutes les minutes. Ah bon? Bon, bien, ça répond à ce besoin-là. Là. Ouais. Exactement. Il y a le centre de jour qui était, bon, évidemment, suspendu en temps de pandémie, mais qui existe toujours, là, qui va revenir là, éventuellement. Centre de jour où est-ce que les gens peuvent aller passer une demi-journée ou plusieurs heures là, pour soulager encore une fois le proche aidant. Puis ça stimule aussi la personne, hein? Faire des petites activités physiques, des activités, bon, pour stimuler l'aspect cognitif. Donc, ça peut maintenir certains acquis là, qui demeurent encore présents. Là. Ça, c'est le volet où est-ce que c'est des services à domicile qui sont mis en place. Ensuite, il peut y avoir le volet où est-ce que c'est pour l'aspect de sécurité de la personne. Donc, si on prend, par exemple, le programme télésurveillance. Programme télésurveillance, souvent, là, je voulais le dire, comment les gens nous le nomment souvent, là, le bracelet, là, le fameux bouton panique. Là. Donc, c'est quelque chose qui peut être mis en place pour s'assurer que si la personne a un problème de santé, elle a une question, elle a... souvent, les gens vont le voir en termes de « Ah, si je tombe, je vais pouvoir peser ». Oui, ça peut être pour une chute, mais ça peut être pour différents questionnements aussi. Si je me pose la question sur mes médicaments, je peux peser sur mon bouton parce que c'est une infirmière qui me répond à l'autre bout. J'ai reçu le responsable du téléservice Chaudière-Appalaches qui est venu nous parler, là, puis il avait Monsieur mis Gagnon. Claude. Oui, Claude Gagnon. Alors, il avait mis la panoplie jusqu'au GPS. Puis oui, c'est exactement de ça que je parle. Okay. Donc, ça, c'est un service qui peut être mis via les intervenants aussi. Ça peut être pertinent. Il y a aussi le programme PAIR qu'on connaît avec la Sûreté municipale. PAIR, hein? Oui, exactement. Okay. Donc, le programme PAIR, qui est un système automatisé d'appel. Là. Ça peut être un appel qui se fait une fois par jour ou plusieurs fois par jour à heure fixe.
Donc, des heures qui sont déjà déterminées par la personne, pour les personnes qui vivent seules aussi. Et puis, ces appels-là se font à tous les jours. Donc, il y a un appel automatisé, la personne répond. Si tout est correct, elle doit appuyer sur une touche. Mais si le matin, exemple, c'est à 9 h tous les matins, si un matin où elle ne répond pas, bien là, il va y avoir un protocole qui est enclenché pour s'assurer qu'elle est en sécurité. Donc, c'est un système de parrainage aussi qui fait en sorte que quelqu'un qui va aller s'assurer, là, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que cette personne ne répond pas. Ben, moi, là, par expérience, j'ai une tante à Sherbrooke qui était sur ce programme-là. Puis c'était une de mes cousines, une nièce, là, qui était première répondante. Puis un matin, ma tante Carmen, elle n'a pas répondu à l'appel téléphonique. Et Jocelyne a été obligée de se rendre d'urgence. Exactement. Puis elle s'était blessée, puis elle était étendue à terre, mais elle ne pouvait pas bouger. Alors, c'est merveilleux, ça, hein? L'ambulance, puis bonjour, puis tout ça, bon. Mais alors, ça c'était... C'est pour ça que je savais que comment ça s'écrivait, PAIR. Ben oui, c'est ça. C'est une collaboration qu'on a avec la Sûreté municipale. Là. Oui. Donc, c'est un programme qui est très intéressant aussi. Ensuite, il y a des services de convalescence aussi qui peuvent être possibles quand les gens se rendent à l'hôpital ou, bon, ils ont eu un petit épisode de problèmes de santé un petit peu plus aigus, ils ont dû être hospitalisés, ressortent. Des fois, il peut y avoir des services. Les services que je viens d'énumérer, on peut les mettre en court terme, qu'on dit. Donc, pour une petite période, où est-ce qu'on dit, bon, bien, la personne, elle revient, il y a de bonnes chances qu'elle reprenne son autonomie d'avant, mais temporairement, elle a besoin de services. C'est quelque chose qui est possible aussi. Ah bon, OK. Puis, il y a des lieux de convalescence. C'est sûr que dans les résidences privées, il y en a qui donnent des services de convalescence. Ça peut être pour une petite période aussi. Et puis, la convalescence peut se faire en unité de réadaptation, où est-ce qu'on a des installations, là, des chambres là, en collaboration avec le Château Bellevue. Et puis, c'est une unité où est-ce qu'on a des professionnels qui vont miser sur la réadaptation de la personne qui pourra probablement reprendre de l'autonomie pour retourner soit dans son domicile ou dans son milieu de vie qu'elle avait auparavant. Le besoin, ça pourrait être ne serait-ce que changer un pansement, ça pourrait être une infirmière. Ça pourrait être ça, ça pourrait être faire de la réadaptation aussi pour l'aider à marcher à tous les jours, pour reprendre la force. C'est ça. Exactement. Puis, évidemment, il y a, pour les gens qui ont un plus grand besoin de soins, il y a nos centres d'hébergement où est-ce qu'il y a des lits pour de la convalescence, là. Vraiment, mais pour les gens qui ont vraiment un grand besoin là, de soins là, à ce niveau-là. Il nous reste 6 minutes. Oui. Tu as parlé que le programme PAIR se faisait en collaboration avec la Sûreté municipale. Oui. Avec tout ce que tu viens de me nommer, là, puis de me décrire, est-ce que vous avez aussi d'autres partenaires? Vous ne pouvez pas faire tout ça? On peut pas faire ça tout seul, hein? Évidemment, heureusement. Là, de mémoire, là, je pense, comme ici, là, au centre communautaire, il y a l'Association d'action volontaire, la AVA. Là. Tout à fait. J'imagine que c'est un de vos partenaires. Tout à fait. C'est un de nos partenaires, évidemment. Donc, l'Association de l'action volontaire qui vont être là, organisme pour les proches aidants, pour la popote roulante, l'accompagnement transport. Ensuite, on a la coop de services à domicile de la région de Thetford, qui est là, bon, quand je disais, on peut mettre des services de soins d'hygiène en place, de répit, tous ces services-là, on peut les mettre avec cette collaboration-là. Mais la coopérative de services à domicile, c'est pas juste pour les personnes en perte d'autonomie, là? Non, il y en a. Dans la population en général, les gens peuvent se prendre des services. Mais nous, on... Je suis bien passé pour savoir, parce que chez nous, ils viennent. Parfait. Donc, c'est ça. En général, les gens ont accès à ces services-là, mais nous, on collabore avec eux aussi pour mettre en place les services qu'on a besoin. On a la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Ah, mon Dieu, son siège social est à Sainte-Marie, mais dessert notre région aussi. Donc, pour les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer et autres maladies apparentées. Et pour les proches aussi de ces personnes-là. Très important pour avoir du support. On a la MCDC qui est pour la communauté anglophone, mais avec qui on collabore aussi pour les proches aidants.
On en a, on a les petits frères aussi qui sont, je crois, localisés aussi ici dans Oui, votre ils établissement. ont un bureau ici. Tout à fait. Donc, Louiselle, elle s'en occupe. oui, c'est ça. Je l'ai reçue, je pense, Récemment un petit peu aussi? avant les fêtes, OK. mais elle est venue là, assez récemment. Là. OK. OK. Donc, c'est un partenaire avec qui oui, on parce qu'il collabore s'occupe aussi. justement des personnes Oui. âgées seules. Oui, exactement. Donc, ça peut être un partenaire avec qui on fait affaire. Puis rapidement, il y a Concertation Beau-Lac-Garbé, Albatros, Cancer et Vie. On en a une panoplie. Là, on collabore avec Service Canada à certains moments. Il y a une panoplie. OK. Les médecins, les pharmaciens. Il y a vraiment Donc, vous autres, vous êtes grande le gamme. pivot, là. Oui, c'est ça. Ça nous fait beaucoup de partenaires avec qui on travaille tous dans le même objectif pour la personne. Donc, comme vous l'avez dit, on ne peut pas faire tout ça tout seul. Non, mais au CLSC, vous êtes une équipe. Là, tu m'as parlé de ergothérapeute, inhalothérapeute, TS, travailleur social. Oui. Vous êtes une équipe de combien? Oh mon Dieu, c'est toute une question, Ah oui? ça. Si on prend tous ces professionnels-là avec ceux-là qui donnent des services à domicile, on doit être, j'ose quasiment pas avancer des chiffres, mais peut-être 60-70. Ah là. oui, hein? Oui, Ben, écoute, c'est là, ça. Puis là, moi, je vais parler du CLSC, là. Oui, Vous offrez ça là, à la grandeur du territoire, là. toute la De MRC des Garvey Appalaches. jusqu'à East Broughton. Oh oui, oui. OK. Oui, oui. Toute la MRC des Appalaches, on couvre jusqu'à Saint-Méthode, Saint-Jacques-de-Leeds, tout ça. Une question importante. Oui. Les gens qui nous ont écoutés depuis le début de l'émission, ils se demandent, bon, c'est le CLSC, donc ça doit être les services gratuits, mais si je veux en avoir des services, je m'adresse à qui et comment? En fait, si vous voulez avoir accès à des services, ça va être le 811. 811. Donc, oui, pour OK. faire une demande, il faut vraiment passer par le 811. Parce que même si la personne... auparavant, c'était on appelle au CLSC, mais là, c'est tout redirigé au 811. La personne qui va répondre au 811 va faire une petite cueillette de données, une petite évaluation sommaire pour voir vers où on dirige la personne et va diriger la demande vers notre secteur. Puis ici, nous, au CLSC, directement à Thetford, il y a quelqu'un qui va rappeler cette personne-là pour approfondir un petit peu l'évaluation en attendant une prise en charge du bon professionnel. OK. Parce que quelqu'un peut appeler, puis que ce soit un besoin pour une travailleuse sociale, une autre personne va appeler, ça va être une ergothérapeute, donc il faut rediriger les demandes adéquatement. Donc, c'est très simple. C'est Oui. 811. Oui, tout à fait. Au lieu, le 911, ça, c'est pour la police. C'est pour les urgences. Pour les urgences. Mais le 811, si j'ai des problèmes de santé, j'appelle à ce numéro-là. Il y a deux options, c'est ça. Bon, Quand c'est vous pour appelez, ça, là. oui, OK. quand vous appelez, il y a l'option volet santé, puis il y a l'option sociale. Là. L'option sociale. Oui. Actuellement, là, est-ce que vous autres, vous êtes en mesure de nous dire, est-ce que tu es en mesure de me dire combien que vous avez de clients ou d'usagers, j'ose pas appeler le mot client, là, mais d'usagers à peu près? Et je sur le serais territoire? embêtée de répondre à cette question-là. Mais, non, on en a, c'est en termes de centaines, évidemment. Oui? Là, Oui. mais j'ai pas j'oserais pas avancer un chiffre là, à ce niveau-là. Mais si vous êtes plus que 60 à travailler, ça vous fait devez... du monde. Ça fait du monde. Oui, oui, puis tout le monde est occupé, ça fait qu'il y a du monde. Est-ce que le temps d'attente entre une demande et une réponse est long? En fait, je vous dirais, ça peut aller de quelques semaines à quelques mois, dépendamment du type de service. Oui. Mais les demandes sont bien analysées et bien priorisées. Donc, si c'est un besoin qui est pressant, on va s'arranger là, pour qu'il y ait quelqu'un. Il y a des codes. Exactement, exactement. Bien, je te remercie beaucoup, Ça Caroline. me fait plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Alors, j'avais le plaisir de recevoir Caroline Turgeon, qui est courtière, il faut que je le dise comme il faut, courtière de service au CLSC. Revenez-nous la semaine prochaine.